Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, l'Afterlap, le podcast du sport auto, avec une semaine qui va être assez bien chargée puisque Guillaume Lafay, vous le voyez, est avec nous, c'est notre spécialiste et notre consultant WRC. Bonjour Guillaume. Salut LFB, bonjour à tous, bonjour à toutes, passionnés de sport auto et de rallye en particulier. Alors, si Guillaume est avec nous, effectivement, et on l'en remercie une nouvelle fois, c'est bien parce qu'on va consacrer cet épisode 91 au rallye d'Italie-Sardaigne. Et je préviens tout de suite mes fidèles auditeurs et spectateurs que l'épisode que j'aurais pu faire aussi consacré au Grand Prix d'Azerbaïdjan, et Guillaume, tu as suivi ça aussi quand même, hein, bien sûr, avec un final un petit peu fou et un résultat totalement inattendu, eh ben, je vais l'inclure dans mon rendez-vous de la semaine avec Maxime Potard pour notre talk vidéo et audio usuel Green White Checkered qui sera mis en ligne mercredi. Donc aujourd'hui, tu vois Guillaume, c'est toi qui as la priorité pour le WRC. Et je reviendrai sur la F1 à partir de mercredi avec Maxime dans Green White Checkered. T'es d'accord ? Je suis parfaitement d'accord et effectivement ça a été un week-end on ne peut plus chargé et puis entre le WRC, le MotoGP, la F1 avec Gasly qui brille, oui. Le LMS, les 24 heures du Nürburgring, pour moi aussi le triathlon. Je t'avoue que je suis content au final qu'il n'y ait pas eu de Français à Roland-Garros, que ça ait été un peu la Bérésina parce que j'aurais pas pu tout regarder. Donc, C'est sûr, c'est sûr. Bon, alors écoute, je te propose qu'on y aille dans le vif du sujet. Cette 5e manche de l'année sur les 12 au programme en WRC, Rallye Italie-Sardaigne, un rendez-vous classique et qu'on attend toujours avec grand plaisir parce que c'est spectaculaire, parce qu'on aime bien. Et puis alors, comme cette année, à chaque fois on dit la même chose, Guillaume, mais on n'est vraiment pas déçus. Il se passe toujours un nombre de trucs quand même incroyable, hein. Ça, c'est vrai que si on nous avait dit qu'il allait encore se passer toutes ces choses dont on va parler, on l'aurait pas forcément cru. Ouais, c'est sûr que le rallye de Sardaigne, c'est un des rallyes les plus imprévisibles du championnat et à chaque fois, on se demande qui est-ce qui va plonger dans le port au final. Et pour une des premières fois, et surtout la première fois de Toyota, c'est encore Ogier et Ingracia qui tirent les marrons du feu et qui ont pu justement profiter de cette baignade dominicale. Voilà, alors j'ai vu une photo, vous l'avez certainement vu, on voit Seb qui est à l'horizontale et il nous fait un superbe plongeon pour aller dans l'eau, quoi. Donc il a joué le jeu, il n'y a pas de problème. Donc victoire de Ogier et d'Ingracia. Alors 4e victoire en Italie-Sardaigne pour eux. 52e victoire dans leur carrière, ça ok. Et surtout 3e cette année sur 5. Et ça, Guillaume, ma première question, elle est évidente. Comment a-t-il fait pour tenir à ce point-là vendredi et ne pas perdre autant de temps alors qu'il l'avait lui-même dit, qu'est-ce que je fais là ? Je ferais mieux de rester à la maison. Eh bien, c'est sûr qu'il y a toujours ce phénomène de balayage qui est extrêmement important sur les rallyes de terre. Après, il ne faut pas se cacher non plus que le rallye de Sardaigne, c'est peut-être un de ceux où c'est un petit peu moins pénalisant que sur les autres manches, puisque en fait, le revêtement est beaucoup plus mou que sur d'autres rallyes. En fait, la terre est moins compacte. Donc ce phénomène de balayage, plutôt que d'impacter vraiment le premier, la deuxième, voire la troisième voiture, il a plutôt tendance à pénaliser les 5, 6, voire 7 premières voitures, et en tout cas à niveler les performances. Et donc du coup, aussi par son expérience, puisque Ogier il est habitué à balayer, hein, il s'est fait sa propre expérience, il est arrivé un peu à masteriser tout ça, et à s'en tirer bien mieux que les autres. Et en plus, forcément, il y avait pas mal de nouvelles spéciales du fait du déménagement du rallye. Et on sait que Sébastien Ogier et Julien Ingracia, quand ils sont dans ces configurations-là, ils sont très souvent très bons. Alors, ce qui est fou, c'est que on a tendance maintenant à se dire, connaissant le bonhomme, sa qualité et son talent, évidemment, que si dans la première journée, il perd 1 minute au moins, ou en tout cas aux alentours d'une minute, et qu'il est 6e, effectivement, il ne pourra pas gagner. Et on espère qu'il fera 4, 3 peut-être. Mais s'il perd moins de 30 secondes et qu'il est dans le top 3, c'est tout juste si on se dit il va gagner parce qu'effectivement il a réussi et c'est exactement ce qui s'est passé en quelque sorte. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est vrai qu'il a terminé avec 30 secondes de retard à la régulière. Je pense pas qu'il aurait pu rattraper un Tanak qui avait l'air d'être enfin extrêmement à l'aise dans sa Hyundai et qui avait fait un début de rallye absolument exceptionnel. Là, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Il n'aurait pas pu le reprendre Tanak. Ça aurait pu être n'importe quel autre pilote à la place de Tanak. Par contre, c'est vrai que, comme on a vu d'ailleurs avec la bagarre qu'il a eue avec Sordo le samedi, il a très vite pris les devants.
parce que 30 secondes pour un Ogier qui aujourd'hui est un peu au sommet de son art, c'est tout à fait rattrapable dans des conditions normales. Et effectivement, c'est à partir du moment où il est en dessous de ces 30 secondes, ben, tout est possible pour eux. Voilà, et donc, bah, écoute, t'es comme moi, tu penses que ce qu'on dit à chaque fois, on le revérifie, c'est lui le boss, c'est lui le patron quand même, c'est lui la référence, hein, on est d'accord. Ah bah là, aujourd'hui, il y a pas de question à se poser, aussi bien en termes d'expérience, de pointe de vitesse, de maturité, d'intelligence dans la course, de savoir quand attaquer ou pas. Parce que j'ai lu pas mal de choses et comme d'habitude sur les pros et les anti-Ogier, il a de la chance, il a tapé la même pierre que Tanak mais il casse pas. Il y a un moment, c'est comme Loeb, c'est comme Schumacher à l'époque, c'est comme Hamilton aussi cette année. Si leur voiture elle casse pas et que c'est tout le temps celle des autres, il y a un moment, c'est pas du hasard. C'est qu'une grosse pierre, ben oui, ça se joue à quelques centimètres, mais il y a une chance plus importante de casser quand on met la voiture à un certain endroit, quand on est en train d'attaquer ou pas. Voilà, c'est tout un art de faire. Et là, aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'ils sont à l'apogée de leur carrière. J'espère que ça dure. J'aimerais bien aussi les voir encore l'année prochaine. Bah oui. S'ils peuvent arriver à les garder chez Toyota pour développer la nouvelle voiture, ce serait vraiment top. Bon, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut déjà gagner ce titre cette année. C'est en bonne voie, rien n'est joué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les maîtres incontestés du WRC. Ouais. Il y a qu'un truc que j'ai pas compris, je sais pas si tu l'as ressenti aussi comme moi, c'est à l'arrivée de la Power Stage, donc la fin du rallye. Bah, je trouve que Sébastien a pas l'air super jouasse dans la voiture, non? C'est moi qui me fais une idée ou tu as eu aussi cette Ouais, impression? je t'avoue que quand ils sont montés sur le toit, ils m'ont paru pas blasés, mais pas très loin. Mais Ouais. je pense aussi qu'il y a une petite déception de ne pas être allé chercher les points de la Power Stage. Ah ouais. Parce que j'ai l'impression qu'ils les voulaient vraiment pour continuer à creuser. Et le fait qu'ils aient eu ce petit souci dans le passage de Gay qui les a ralentis, qui leur a fait perdre 5 secondes dès le début de la spéciale, ça leur a mis pas un petit coup derrière la tête, mais ils se sont dit, bon, on a encore loupé un petit quelque chose, et le prochain rallye, c'est le Kenya, après on enchaîne avec l'Estonie, on ne sait pas ce qui peut se passer, et bon, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et encore plus, et là je voudrais qu'on refasse peut-être un petit point là-dessus, mais sur les protocoles Covid et autres, parce qu'on voit que ça peut rapidement avoir un très très gros impact sur une saison, et j'ai l'impression qu'ils veulent se mettre encore plus que d'habitude à l'abri le plus tôt possible. Ah, écoute, c'est pour ça que je suis ravi que tu sois vraiment avec moi parce que là où moi je réagissais en mode, bah effectivement, comment dirais-je, réaction en voyant une image et effectivement, oui, un peu blasé, un peu pas content de Seb. Oui, tu vas au-delà. C'est vrai que je pense, t'as raison. C'est sûr que cette Power Stage doit lui avoir laissé un petit goût amer et compétiteurs comme ils sont, nos amis Sébastien et Julien. Oui, oui, sur le moment, c'est ça qui a dû l'emporter. T'as raison. De D'accord. toute façon, Ok. ils étaient partis pour faire le scratch dans la Power Stage, hein, puisque au premier scratch, au premier intermédiaire, pardon, après le premier guet, ils sont à 5 secondes 6 du scratch de Tanak. Au deuxième intermédiaire, ils sont à 5 secondes 3 et au troisième à 5 secondes 1. Donc on voit qu'il avait vraiment envie, qu'il avait la capacité d'y aller, mais que du coup, ce temps perdu fait qu'il a rendu les armes assez rapidement et il a ramené la voiture pas tant bien que mal, mais il a ramené la voiture pour prendre le maximum de points quand Ouais. même. Non, non, mais bien vu, Guillaume, bien vu. Ça peut être que ça, et tu as raison. Bon, alors je reviendrai d'ailleurs et tout à l'heure sur ces gays, ces water splash comme moi je les appelle, parce que j'ai une question, la technique à te poser. Mais je voudrais, si tu veux, qu'on en arrive aussi une fois qu'on a rendu hommage à Seb Ogier, et après même, on reviendra peut-être sur les autres Toyota, bien sûr, mais parlons de Hyundai, parce qu'encore une fois, c'est quand même assez incroyable là, ce qui s'est passé. Alors écoute, on va les prendre dans l'ordre. Moi, dès le vendredi, bah, je vois bien que Neuville, même si au final ce sera lui qui s'en sortira le mieux, je vois bien que ça le fait pas. Il est clairement battu par Ogier. C'était déjà un élément qui était pas bien, quoi. Toi aussi, dès le début, tu t'es dit qu'est-ce qui se passe là? C'est pour Neuville vendredi en tout cas. Ouais, Neuville avait l'air pas à l'aise dans sa voiture. Contrairement au Portugal, il avait l'air un petit peu en retrait. Ouais, et puis il l'a dit dans ses interviews de fin de spécial, il n'était pas à l'aise, il sentait pas la voiture, il n'arrivait pas à attaquer comme il voulait. Et malgré une position sur la route plus intéressante que Ogier, il n'est pas arrivé à garder son rythme.
Et là où on attendait, effectivement, dans les équipages de pointe de Hyundai avec Tanak, eh ben, il a rapidement pris pas mal de temps de retard. Euh, et puis, voilà, il n'est pas arrivé à rentrer dans le rythme, il n'est pas arrivé à rentrer dans son rallye. Je l'ai senti un peu déçu. Mmh. Ouais. Alors c'est bien, tu as vu, hein, c'est une 4e, 3e place pour lui. Donc dans l'absolu, c'est pas si mal. Mais cette journée de vendredi nous donnait le ton qu'effectivement chez Hyundai, ça. Alors dans le même temps, Tanak dominait les débats. Et nous avions échangé, c'était la logique qui voulait ça, que de voir Tanak aux avant-postes. Alors là aussi, samedi, donc 2e coup de théâtre, si j'ose dire, Tanak au tapis. Donc il n'y a pas d'accident là, c'est vraiment le passage sur une pierre, hein. C'est exactement ça, et ça cisaille une suspension arrière. Déjà chez Hyundai, ça avait commencé le vendredi soir en fin de journée où Neuville a sa crevaison qui lui fait perdre 25 secondes et qui lui fait perdre le contact définitivement avec le reste de la troupe devant. Et puis le samedi, donc il y avait Tanak qui survolait les débats. Sordo était aussi très bien placé, même s'il avait marqué un peu le pas par rapport à Ogier et il lui avait laissé la seconde place. Mais Tanak, oui, il y a cette grosse pierre en plein milieu de la route. Qui est juste inévitable, ça c'est sûr, mais il la tape de plein fer. Ogier, juste avant, on la prend aussi, l'a fait bouger, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de manière différente. Il l'a peut-être prise plus sur le carter que Tanak, il l'a pris plus à l'extérieur du carter et donc vers le bras de suspension, vers la roue, qui a créé cette casse, très clairement. Il faut savoir que en Sardaigne, on roule sur des anciennes voies pavées romaines. Donc ces gros blocs de pierre, en fait, ce sont les gros blocs qui étaient posés par les Romains à l'époque pour créer les voies pour les charrettes et les chevaux, et qui ont été recouvertes de terre pour créer ces chemins-là, pour les tracteurs, pour les agriculteurs, etc. Et au fur et à mesure, elles peuvent ressortir. Et c'est ce qui est arrivé très clairement sur ce passage-là. Bon, alors donc Tanak, mais ça nous rappelle un petit peu ce qu'il a toujours été un petit peu quand même, Tanak, hein, plutôt flamboyant, super rapide, dominateur quand il l'est, et pas à l'abri des veines et d'une malchance, hein. Ça a toujours été un peu quand même son signe. C'est ça, rapide comme l'éclair, on dira, mais aussi ne sachant peut-être pas aussi bien gérer une avance qu'un Ogier, qu'un Loeb à l'époque. Ne sachant pas être aussi patient qu'un Evans, par exemple. Et même s'il avait de l'avance, une confortable avance, puisqu'il avait déjà 40 secondes d'avance à ce moment-là, et la volonté de continuer si ce n'est à attaquer, à rouler très fort, peut-être parce qu'il en a besoin pour rester concentré, mais en tout cas, on voit que sur ce passage où il n'avait pas forcément besoin d'attaquer, c'est là où il commet la petite faute. Ouais. Et peut-être que c'est aussi une petite faiblesse de la Hyundai, comme on l'avait vu au Portugal sur l'arrière. Là, c'est l'avant qui tape et c'est l'avant qui casse. Voilà, un peu de malchance, certes, mais pas que. Et si ça ne suffisait pas, quelques heures plus tard, Sordo nous fait une belle figure et lui aussi abandonne. Alors, est-ce que là, on peut plus parler de... Parce que je vois bien, d'après les réactions, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Adamo a dit « je refuse de faire de Dany un bouc émissaire ». Mais s'il dit ça, ça veut bien dire qu'effectivement, en interne, j'imagine qu'on a fait gloops et qu'on n'a pas goûté cette erreur de Dany et qu'effectivement, là, ça faisait trop. Enfin, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, comme on dit. Donc là, comment tu l'analyses, ce qui s'est passé pour Dany Sordo ? J'aurais pas aimé être à sa place. Enfin, si, j'aurais aimé être à sa place dans le baquet, mais au final, j'aurais pas aimé être le dernier représentant de Hyundai bien placé. C'est son 3e rallye de la saison. Il n'est pas confirmé pour l'année prochaine. Il est en discussion avec pas mal d'équipes. Et puis là, il se retrouve avec tout le poids de Hyundai sur les épaules. Parce que clairement, il faut qu'il marque des points pour le constructeur, il faut qu'il empêche Ogier de marquer des points pour pas trop devancer Neuville ou Tanak, par exemple. Enfin, il doit jouer son rôle d'équipier modèle, sauf que les top pilotes ne jouent pas leur rôle et n'assurent pas. Donc c'est à lui d'assurer. Donc oui, c'est sûr qu'il peut apparaître comme le dindon de la farce, un peu en ayant fait ces tonneaux et cette petite erreur qui est pas flagrante. Hein, encore une fois, elle coûte cher, mais là aussi, on peut se poser la question. Normalement, c'est pas ça arrache un choc comme celui-là ne doit pas forcément arracher la suspension comme ça l'a fait sur la Hyundai.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit point de conception, un petit point de technique à regarder de ce côté-là, du côté de Alzono? Seul Adamo et les équipes d'ingénieurs le savent, mais je trouve que ça fait beaucoup de problèmes, on va dire techniques, certes engendrés par le pilotage des équipages, mais ça fait quand même beaucoup à côté d'une Toyota qui se montre très très robuste et qui est là pour récolter les très gros points. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas Toyota qui a gagné le rallye, c'est Hyundai qui l'a perdu. Et Guillaume, on a un peu l'impression que c'est quand même la même chose qu'on disait déjà la dernière fois au Portugal, avec forcément la mise en projecteur des problèmes Hyundai et une constance beaucoup plus avérée chez Toyota. Donc, c'est notre jeu de dire ça, et je vais te la poser la question là très franchement. Est-ce qu'il y a une crise là majeure chez Hyundai? Encore une fois, c'est un petit peu tôt dans la saison, même si Safari, le prochain rallye, sera la mi-saison. Mais il reste tellement de rallyes, tellement différents. Aujourd'hui, Hyundai, ils peuvent encore gagner et faire des doublés sur tous les rallyes. C'est simple, que ce soit avec tous leurs pilotes, ils peuvent faire des podiums et des doublés sur tous les rallyes. Comme Toyota, ils sont exactement dans la même configuration. Donc la spirale négative dans laquelle est Hyundai actuellement peut très bien s'inverser et partir du côté de Toyota. Donc aujourd'hui, on ne sait pas dire. Après, c'est sûr que vu le contexte et encore une fois avec ce qui se passe, vaut mieux avoir tous les points d'avance, les 49 points d'avance qu'a Toyota au championnat constructeur plutôt que de les avoir de retard. Ça, c'est clair et net. Après, rien n'est joué. Tout est encore possible et charge à Andrea Adamo et à son équipe qui ont déjà montré tout leur savoir et leur professionnalisme de savoir se remettre en question et de se remontrer performants et attendre le faux pas des autres équipages Toyota qui ne sont pas à l'abri non plus. Ben non. D'ailleurs, Ogier gagne, Evans est deuxième, d'accord. Katsuta mérite de façon méritoire et quatrième. Mais Rovanperä, par exemple, n'y est pas. Donc, effectivement, Toyota ne fait pas non plus le carton plein. Non, Rovanperä n'y est pas. Et ça fait 2 fois en 2 rallyes où il a des problèmes techniques. Parce que là, pour le coup, Rovanperä, sa casse de suspension à l'avant droit, c'est une casse mécanique. C'est pas de sa faute. Apparemment, il a fait une réception d'un gros saut sur la roue avant droite plutôt que sur les 2 ou 4 roues. Mais normalement, c'est pas quelque chose qui est censé casser la suspension. Et là, il y a la fixation supérieure de l'amortisseur qui s'est complètement, qui a pas cassé sur le coup, mais qui, suite à des chocs répétés par la suite, tout à fait normaux, a cédé et l'oblige à abandonner. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver à Toyota aussi. Le prochain rallye, c'est le Safari. Et il y a aussi l'Acropole qui va être extrêmement agressif pour les mécaniques. Où là, ça va être des épreuves d'endurance plutôt que des épreuves de sprint. Hein. Un peu comme a été un avant-goût en Sardaigne. Alors dis donc, au championnat, tu as vu que Tanak a 57 points maintenant de retard. Ouais. C'est quand même beaucoup. Il serait bien inspiré quand même, s'il voulait se remettre vite, de gagner chez lui en Estonie, mais sans doute avec le Kenya au milieu. Neuville 29, on arrive à ce rallye d'écart pratiquement avec Seb. En revanche, c'est vrai, et ça peut peut-être expliquer effectivement la frustration de Seb, il n'a que 11 points d'avance sur Elfyn Evans, alors qu'il a gagné les 3/5 des courses depuis le début de l'année. C'est vrai qu'Evans, c'est son 5e top 5, hein, tu l'as vu comme moi, il est super solide. Hein. C'est ça, Evans, dans la lignée de ses autres rallyes, qui se montre encore une fois dans la lignée de la fin de saison dernière comme le concurrent principal à Seb et Julien. Un rallye à la Evans, jamais flamboyant, une montée en puissance progressive tout le long du rallye, et un peu comme un Burns à l'époque, il est là pour engranger. Il n'est jamais fulgurant, toujours là par contre, et à chaque fois il fait des belles courses, parce qu'il fait des temps scratch, il n'est pas là pour ramasser les miettes non plus, il est toujours positionné. Et bravo à lui, c'est le concurrent principal de Seb Ogier. Latvala a dit dès le départ qu'il n'y aurait pas de consigne d'équipe. Pour le moment, il n'y en a pas eu. Et voilà, qu'ils se battent entre eux. Et effectivement, les 11 points d'écart, c'est rien du tout dans ce championnat. Voilà. Bon, écoute, j'ai envie de passer en revue un petit peu d'autres forces en présence et de te poser pas mal de questions. Si on passe au 3e constructeur, Ford et M-Sport. Bon, alors Suninen faisait son retour dans la catégorie principale. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Pas grand-chose.
Ouais, Très hein. déçu, très déçu. Un rallye très compliqué pour Ford dans son ensemble, que ce soit en rallye 1 ou en rallye 2. Suninen qui sort encore une fois dès la première spéciale, exactement comme au Monte-Carlo. Toute la pression du monde sur ses épaules. Il doit se montrer performant, encore plus après les deux prestations étincelantes de Fourmeau sur les deux derniers rallyes. Il sait que son baquet pour l'année prochaine est clairement en jeu avec Adrien, qui pour le coup, lui, a déjà testé la voiture 2022, donc preuve que Malcolm Wilson lui fait entièrement confiance et Mhm. compte bien le renouveler pour l'année prochaine, ce qui n'est pas forcément le cas de Suninen, puisque du coup, lui n'a pas pu encore tester cette voiture, et comme on l'avait dit au Portugal, il a été un petit peu en retrait en WRC2 déjà, et là, sur le WRC, c'est pas flamboyant, pas flamboyant Mhm. du tout. Greensmith, voilà, moi, j'ai Ouais. toujours un petit peu de mal, hein. Il est là pour apporter les fonds, il fait ce qu'il peut. Il a eu des problèmes techniques aussi qui l'ont mis très très loin. Le premier jour, Fourmeau, qui aussi tape une pierre, arrache une suspension. Donc même en WRC2, ça s'est mal passé pour M-Sport, même si Ouais. Adrien a fait des très très bons temps sur les 2 derniers jours. Donc ce qui est plutôt rassurant sur sa pointe de vitesse, même en WRC2. Mais pour la première fois depuis 21 ans, on n'a pas de Ford dans le top 10 au général. Ah Et, oui. et donc là, je remercie aussi Gogo Berry qui nous suit de manière très assidue sur YouTube notamment, qui m'a fait cette remarque. Donc merci à lui et n'hésitez pas à commenter, à publier et à nous contacter pour nous donner ces petites infos. C'est toujours croustillant. Je ne l'avais pas vu passer, mais ouais, 21 ans que M-Sport n'avait pas été dans un top 10. Donc ça marque quand même quelque chose. Ça veut dire Ouais. quelque chose sur ce rallye Ouais. compliqué pour eux. Non, super info, merci, hein, vraiment. Et ça prouve qu'effectivement, là, ce qu'on a vécu n'est pas anodin, ouais, tout à fait. Ouais. Mais alors, si j'enchaîne avec Adrien, effectivement, et c'est un peu la page française qu'on se fait à chaque fois, est-ce que là, quand même, Adrien n'avait pas obligation de faire un peu mieux au niveau du résultat brut? Parce que après ces deux prestations étincelantes, tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas qu'il devait gagner en WRC2 instantanément, mais enfin bon, est-ce que quelque part on espérait pas un peu mieux, non? Comment toi t'as vécu ça? Bah si, et après ce qu'il a vu, ce qu'il a montré, on l'espère tout le temps au top de toutes les classes dans lesquelles il va se présenter. Après, il avait une position un petit peu compliquée, c'est-à-dire qu'il ne peut plus jouer le championnat en WRC2 ou alors il est obligé de gagner absolument toutes les courses qu'il va faire. Le rallye de Sardaigne, c'est compliqué de l'aborder en étant dans un esprit ultra conquérant et toujours tout de suite à l'attaque parce qu'on a vu ce que ça pouvait donner en termes de casse mécanique. Il n'a pas eu forcément de chance. Il a fait cette petite erreur qui lui coûte cher au classement général. Mais encore une fois, après, voilà, il s'est régalé. Il a pris de l'expérience sur les spéciales Sard, ce qui est extrêmement important pour l'année prochaine aussi. Il n'a pas fait d'autres erreurs. Il était dans les meilleurs chronos alors qu'il y avait une bagarre à la seconde entre les top pilotes, Osberg, Griazin et Utunen. Voilà. Donc voilà, il arrive à se positionner là-dedans de manière très régulière. Donc non, c'est plutôt rassurant pour lui. Après, le résultat brut Mm. est un petit peu décevant, mais il n'est pas plus important que ça. Je pense que Ouais. Malcolm Wilson a plutôt regardé les temps qui a été fait, les essais aussi qui ont été faits sur la voiture, parce que c'est clairement un rallye de développement aussi pour M-Sport et sa Fiesta Rallye 2. Donc non, à voir au Safari avec la Rallye 1 ce que ça va donner. Ouais. Et Pierre-Louis Loubet, alors, j'avoue que je l'ai pas bien suivi, je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que tu peux nous dire à son propos? Alors plusieurs choses. Déjà, Pierre-Louis Loubet a eu un petit peu de chance d'être au départ du rallye parce que tout simplement, il a récupéré la voiture qui était prévue pour Ole Christian Webby. Puisqu'en fait, suite à sa sortie au Portugal, l'équipe de ces compétitions n'a pas eu le temps de réparer les dégâts qui avaient été causés sur la voiture au Portugal. Donc, plutôt que de prendre des risques, ils ont préféré récupérer la voiture qui était prévue pour les Christian Webby, qui, on le sait, est suspendu à cause Voilà. de son infraction au protocole Covid. Donc, ce qui a permis à Pilouis d'être au départ, de pouvoir prendre de l'expérience. Encore une fois, il n'a pas été épargné par les problèmes techniques.
notamment le deuxième jour où ils ont été obligés de s'arrêter en spécial parce qu'il y avait des odeurs un peu suspectes au niveau de l'habitacle avec de l'huile un peu brûlée et je crois qu'ils n'ont même pas fini la journée parce qu'ils voulaient absolument ramener la voiture. Mais voilà, un rallye d'apprentissage, pas flamboyant. Alors encore une fois, on sait comment on respecte ces pilotes et comme c'est dur d'être à ce niveau-là, mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas faire un petit pas en arrière, garder un peu le budget parce qu'on sait ce que ça coûte de rouler en WRC, garder un peu de budget pour faire des essais, bien préparer les rallyes avec une WRC2 et refaire encore une fois ses preuves dans ce championnat qui est extrêmement compétitif et s'il bat des Mikkelsen, des Rosberg, des Fourmeau quand il est là, des Lapie ou autres, il se fera aussi bien voir, je pense, pour les saisons à venir que d'être dans une WRC, certes, mais beaucoup trop en retrait avec des Rovanperä, des Katsuta, des Solberg aussi, qui vont revenir et qui, eux, ont les dents qui rayent le parquet, autant de budget que Pierre-Louis, mais ont un petit peu une longueur d'avance. Oui, je crois que c'est facile à dire, mais c'est peut-être ce qu'il faudra envisager de la même manière qu'un Mikkelsen a su rebondir après Volkswagen en refaisant un pas en arrière en WRC2 et en repartant chez Citroën puis Hyundai derrière. Non, mais ce que tu exprimes, je crois, est une certaine sagesse. Et je pense que tu dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et en tout cas, c'est une question, un questionnement qu'on peut mettre en avant parce que je crois qu'effectivement, la Pierre-Louis est un petit peu à la croisée des chemins et c'est vrai qu'on s'interroge, voilà, tout en le... Il y a du talent, Oui, voilà, tout en le suivant et en le soutenant, bien sûr. Il faut arriver à tout canaliser, à tout mettre en place, que ce soit le bon copilote, la bonne équipe, la bonne expérience, pas trop en faire suffisamment. C'est très très facile à dire de l'extérieur, surtout quand on voit un Fourmeau à côté qui excelle ou un Rossel aussi en WRC3. Mais voilà, après, c'est tellement facile de l'extérieur, donc bonne chance à lui et je croise les doigts pour qu'il puisse inverser cette spirale. Tout à fait. Alors, tu parlais de quelques pilotes WRC2, c'est vrai que spontanément, tu parles de Lapie, qui à chaque fois qu'il vient gagne, tu parles de Mikkelsen forcément, qu'on suit très attentivement, Kriazin, depuis quelque temps, il est là, Rosberg, j'en parle même pas. Mais il y en a encore un autre, Jari Utunen, qui là donc gagne en WRC2, qui fait 5 au général. Et moi j'avoue que je connais pas bien Utunen, j'avoue. C'est celui sans doute là où je devrais un peu plus me renseigner. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, sur sa victoire, sur ce rallye? Eh ben, Utunen, Jari de son prénom, est un pilote finlandais qui fait ses armes depuis quelques temps maintenant, puisque ça fait déjà 3-4 ans qu'il est dans le giron de Hyundai, et notamment qui a été intégré au programme junior de Hyundai il y a quelques saisons, en championnat du monde, qui était managé par l'équipe du Sarrazin Motorsport. Donc il a déjà fait 2 saisons complètes en mondial en WRC2, donc avec l'équipe de Stéphane Sarrazin, avec quelques belles performances. Et puis après, on va dire malheureusement, d'autres pilotes comme Webby, comme Solberg sont arrivés, ils lui ont un peu pris la place. Donc c'est pas un inconnu en WRC2, il connaît bien la voiture, il connaît bien les rallyes aussi. Moi je suis pas étonné de ses résultats. Il a été là, il a été certes devancé par Rosberg à la régulière, mais qui a connu plusieurs problèmes, donc qui finit deuxième, mais c'est une très très belle place de Utunen, et c'est pas souvent qu'on voit une WRC2 effectivement cinquième au scratch. Et Rossel, donc c'est bien lui qui gagne le WRC3. T'as vu qu'il est 7 au général. Effectivement, Johan Rossel, donc toujours avec la C3 donc de Saint-Éloque, l'équipe française et stéphanoise qui s'occupe de cette voiture pour Citroën Racing. Et on voit aussi les progrès de la C3 Rallye 2 sur la terre notamment. On savait qu'elle était ultra performante sur asphalte, mais là sur terre, entre Rosberg et Rossel, on voit qu'elle est fiable, qu'elle est performante. Et donc voilà, est-ce que c'est pas maintenant la meilleure voiture de WRC2 En tout cas, une belle perf de Johan Rossel qui reste en tête donc, du championnat du monde WRC3. Tu évoquais là Mats Rosberg qui a donc été battu finalement en WRC2 et qui fait effectivement 6 au général. Bon, t'as vu la petite
polémique, donc il a été lourdement pénalisé quand même, Ouais. parce qu'il a sorti gros mots sur gros mots à l'arrivée d'une spéciale en traitant les pneus de tous les noms, hein, et puis ça commence par le mot F ou S, hein, je pense que nos amis, même sans être forcément anglophones, comprennent de quel mot il s'agit. Alors, ça nous fait sourire, là, tel aussi que je te la pose la question, il y a un peu de sourire, mais est-ce que, puisque je t'en parle, est-ce que tu as tendance à considérer que les pilotes doivent être des méga pros et donc effectivement ce que fait Osberg c'est ridicule et il ne doit pas le faire, c'est une faute professionnelle, ou est-ce que tu l'excuses et tu dis que là, la FIA est aussi trop rigoureuse, je sais pas, t'as un avis là-dessus? Tout le monde a un avis, tout le monde a son propre avis, sa propre sensibilité. Après, bon, c'est sûr qu'il a dit des gros mots, il était à chaud, il descendait d'une power stage où il se bagarre encore à la seconde pour gagner le rallye, ce qu'il a fait pendant tout le rallye. Il a perdu 1 minute sur une pénalité voilà, qui était normale parce qu'il a pointé en retard. Il a rattrapé 7 minutes, il repasse devant, il a ce problème de pneu qui éclate et qui le fait repasser derrière. Donc certes, il est frustré, il est plein d'adrénaline, il arrive à la fin de la spéciale chaud bouillant et il lâche ses quelques mots parce qu'il est un peu désemparé et les pneus effectivement lui ont fait perdre cette première place. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Des fois, on dit que les pilotes, que ce soit en rallye, en Formule 1, sont trop polissés, sont langue de bois. Et puis, dès qu'ils disent un ou deux jurons qui restent encore tout à fait acceptables, hein, je veux dire, tout le monde dit ça au moins 5 ou 6 fois par jour, même devant des enfants. Donc, voilà, bon, il a eu 1 000 € d'amende. Et c'est surtout, par contre, 25 Oui. points de pénalité avec sursis qui pourrait lui coûter cher si jamais il reproduit ça dans la saison. Donc c'est surtout ça qui est la principale problématique. Après, pour revenir sur les pneus, il a souligné justement, enfin en tout cas, il a mis en cause la fragilité des pneus Pirelli, qui avaient tendance à beaucoup se délaminer, un peu comme on l'avait vu au Portugal. Bon, je trouve que c'est un petit peu injuste parce que des crevaisons, il n'y en a pas eu tant que ça. En tout cas, des crevaisons qui étaient non imputables au style de pilotage du pilote. Mais c'est vrai que c'est un week-end compliqué pour Pirelli, hein, parce qu'entre Rosberg qui leur fait pas de la bonne pub, Verstappen et Stroll en Formule 1 qui éclatent leurs pneus, c'est vrai qu'il ne fait pas bon être manufacturier unique aujourd'hui dans les équipes. Mais bon, après c'est pareil. Enfin, je veux dire, je suis peut-être un petit peu long, mais c'est pour bien expliquer. Pirelli apporte des pneus. Encore une fois, sur la ligue, il y avait 24 pneus durs et 8 pneus soft. Ouais. Les conditions climatiques, on ne peut pas les prévoir à l'avance. C'est un rallye qui est censé être complètement sec. Finalement, dans la nuit de vendredi à samedi, il pleut. Donc les softs, il fallait les utiliser dès le samedi matin. En les croisant plus ou moins, il y en a qui se partaient avec 3 pneus durs, un pneu soft et qui échangeaient en cours de route. Donc c'était compliqué. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que les équipes cherchent la performance au maximum et elles n'hésitent pas non plus à jouer avec les pressions, notamment. Et forcément, c'est plus performant, mais il y a des prises de risques. Et comme ça a été le cas en Formule 1 pendant des années, on est arrivé à une certaine limite où, oui, on va jouer avec la pression, on va crever, mais c'est de notre faute parce que Pirelli nous a dit d'utiliser le pneu dans une certaine plage de pression parce que ça fait monter dans une certaine plage de température qui reste safe pour le pneu. Et si on veut jouer, à un moment, c'est on gagne ou on perd. Et parfois, il y en a qui perdent et ils ne se rendent pas compte que c'est un peu de leur faute aussi. Donc je ne dis pas que c'est le cas pour Rosberg, hein, mais de manière générale, il faut faire quand même attention et pas dire que Pirelli est le seul responsable, parce que s'ils veulent, ils peuvent très bien amener des pneus en bois qui crèveront jamais, qui s'useront jamais, mais là, les pilotes diront mais c'est pas sécuritaire parce que c'est pas stable, etc. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut et il y a toujours un compromis à trouver. Très bien. Je profite de ta présence, Guillaume, pour te poser une question technique. Je l'avais évoqué tout à l'heure, donc les water splash, les gays, là, et c'est vrai que ça fait partie du spectacle, et c'est vrai que c'est toujours des images assez spectaculaires. Alors écoute, si je prends en exemple la Power Stage, et je sais que tu l'as bien en mémoire comme moi, Suninen passe, je vois rien sur le pare-brise. Je sais, sur le moment, je me dis, mais où est-ce qu'il est passé Suninen ? Il y a quasiment pas de projection de gouttes même, enfin, il m'a épaté. Bon. Evans passe. On est noyé sous l'eau, quoi. Bon, alors ça, c'est ma première question. Est-ce qu'effectivement, les pilotes ont pour mission, est-ce que ça fait partie de leur arsenal d'avoir le moins de projection d'eau possible ?
Ah bah oui, bien sûr. L'eau est l'ennemi du moteur, hein, très clairement. Pour ces water splash, notamment ces passages de guet, donc elles sont équipées d'un équipement un peu particulier. C'est un flap en fait qui est activé par le copilote de manière manuelle, qui vient boucher les entrées d'air, d'aération au niveau de la calandre avant qu'on voit vers toi, et les entrées supérieures aussi pour éviter que l'eau ne vienne noyer le moteur, tout simplement. Et Et le d'ailleurs, copilote, il actionne ça avant, juste avant. c'est ça, ouais, Ouais. ouais, tout à fait. C'est une des tâches du copilote, une des nombreuses tâches du copilote. D'ailleurs, il Ouais. faudra peut-être un jour qu'on fasse un épisode particulier parce qu'on peut revenir aussi après sur ce qui est arrivé à Gatsuta et à Barit. Je suis Mais au donc oui, courant. Ah oui, tu me ouais, diras. ouais, Oui. je t'expliquerai. Mais effectivement, le copilote sur ces water splash, donc c'est un équipement qui équipe les voitures uniquement sur les rallyes où il y a besoin, où il y a des passages de guet, qui n'est pas toujours, notamment sur asphalte, présent sur les voitures. Mais avant d'arriver donc sur le guet, le copilote est chargé de fermer cette petite trappe qui évite à l'eau de rentrer à l'intérieur du moteur et donc d'être sur le point de caler et possiblement de ne jamais redémarrer. Donc Ouais. on a vu Evans quand il ressort du guet et ce qui est arrivé précédemment aussi, je crois, à Sordo la veille et qui est arrivé aussi à Ogier puisqu'il perd 5 secondes dans la power stage. Donc le moteur se remplit d'eau, il tourne sur 2, 3 cylindres, voire il cale parfois. Et donc cette trappe est actionnée de manière manuelle pour éviter ça. Et donc il faut savoir que toutes les voitures en étaient équipées sur ce rallye. J'ai eu la confirmation, donc, notamment au sein de Toyota. Mais bon, ça n'a pas empêché. Donc, on a vu Evans qui effectivement plongeait de manière Ouais. très importante à l'intérieur du guet. Donc, est-ce qu'il arrive avec moins de vitesse, un peu plus d'angle sur le volant? Il est rentré pas tout à fait au même endroit dans le guet. Ça, c'est des choses qu'il note pendant les reconnaissances. Donc, s'il voit un passage qui évite de trop prendre d'eau, bah, ils le font, puisque en plus, ça ralentit la voiture. Mais je te jure, hein, tu regarderas Voilà. l'image de Ouais, non, mais Sullivan, j'ai pas compris. Oui. oui, alors que Fourmeau a eu exactement Oui. le même problème que Evans Ouais. et Ogier sur cette spéciale. Donc c'est vraiment pas dépendant de la voiture, c'est vraiment aussi dépendant de la manière dont le pilote rentre dans le passage de guet. Oui, mais toi, en tant qu'ingénieur, si tu vois ça, t'es pas content envers ton pilote, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu estimes Bah, qu'il fait une faute quand même ou quoi? après, ça dépend vraiment. Là, est-ce que Sordo, quand c'est arrivé à Sordo le samedi, je me suis dit, est-ce que c'est pas le copilote qui aurait oublié d'actionner la trappe? Mais c'est quand même arrivé à pas mal d'équipes. Donc, et au même endroit. Donc j'ai tendance à me dire que le guet était peut-être au final un peu plus profond que ce qui était prévu, que ce qui était noté par les équipages pendant la reconnaissance, notamment à cause des pluies dans la nuit. Et le dimanche matin, il a beaucoup plu aussi. Donc si ça se trouve, ce passage de rivière était beaucoup Ouais. plus profond que prévu. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à une vitesse qui était beaucoup plus importante que prévu et que ça a eu cette problématique-là. Parce que les voitures, si elles passent au ralenti dans le guet, il y aura moins de problèmes. D'accord, ok. Bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Katsuta et Barrett, là? Et ben, un peu de la même manière, tu sais, comme en Suède, ils mettent des plaques à l'avant sur les passages routiers pour éviter que le moteur ne se refroidisse trop. Et Oui. c'est des plaques qui sont à enlever pendant la spéciale pour assurer le refroidissement du moteur, hein, tout simplement. Parce que s'il y a ces plaques, le moteur n'est plus assez refroidi, il va se mettre à chauffer, etc. Et donc, Daniel Barrit a oublié de l'enlever avant le départ de la spéciale. Et ils s'en sont rendus compte trop tard. Donc, il faut savoir qu'entre l'endroit du pointage et le départ de la spéciale, les équipages n'ont absolument pas le droit de toucher la voiture. Ouais. Et donc, ils s'en sont rendus compte dans ce laps de temps-là. Ils ont pris le départ, ils se sont arrêtés 50 mètres plus loin pour que Dan Barrit puisse descendre, enlever cette protection, remonter, le temps qu'ils se ressanglent à nouveau, puisqu'ils n'ont pas le droit de bouger tant que les sangles ne sont pas Ouais. fermées à fond. Ils ont perdu une cinquantaine de secondes. Mais Ah, c'est un des rôles aussi du copilote qui a énormément de choses à penser pendant le rallye. oui, on ne pourra jamais assez dire l'importance du rôle de copilote. Moi, je m'en suis rendu compte effectivement en allant sur place ces dernières années, effectivement, d'un strict au point de vue déjà d'organisation. On voit à quel point, effectivement, combien de fois Julien Ingracia, bien sûr,
fait signe à Seb qu'il faut y aller, et on voit bien qu'il y a une organisation en interne qui est méconnue, mais et alors avec tous ces petits rôles dont tu nous parles, oui, on soupçonne pas, on Et soupçonne puis pas. on parlait de la pression des pneus aussi, hein, tout simplement. Oui, Et, à départ des spéciales, c'est les copilotes qui font les pressions de pneus pour s'assurer qu'on est bien dans la bonne plage de température, dans la bonne plage de pression, en tout cas ce oui. qui impliquera les températures en spécial. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Toutes les interventions à faire, s'il y a des changements de roue, etc., avec les chaleurs qu'il fait quand ils ont les combinaisons, les casques, c'est un rôle qui est très ingrat, ça c'est sûr. Bah, Guillaume, on va se quitter là. Je voudrais juste te dire que le prochain rallye, c'est donc le Kenya. Je crois qu'on l'attend tous avec une grosse impatience. Alors, je peux me permettre de te dire que j'avais été appelé un jour par le WRC pour aller place de la Concorde, filmer avec mon micro WRC que j'avais récupéré officiel. Donc, ça m'est arrivé de faire des interviews officielles. La signature du contrat entre Jean Todt, enfin la FIA représentée par Jean Todt, bien sûr, et les organisateurs du rallye du Kenya qui, à ce moment-là, donc officialisaient le retour au calendrier du rallye du Kenya. Donc j'avais interviewé tous les représentants, et je crois qu'il y avait le ministre des Sports, littéralement du Kenya, qui était là. Je ne sais pas s'il est toujours en place depuis. Mais on sentait une adhésion de ce pays, évidemment, là symbolisé par ses représentants, pour évidemment dire qu'ils étaient fiers de retrouver le WRC et que ça remettait l'Afrique évidemment dans un championnat majeur mondial de sport automobile. Donc tu es comme nous, là tu vois une sorte de retour en arrière, mais qui fait plaisir parce que c'est aussi l'Afrique qui revient en WRC. Ce que je te disais la dernière fois, j'ai Oui. tellement hâte de revoir ces spéciales africaines, même si on sera loin, j'imagine, de ce qu'était le safari, ne serait-ce qu'en dans la fin des années 90, qui pour moi marque le début on va dire, de ma très grande passion pour le rallye, avec les Colin McRae, les Ford Focus, Didier Auriol, Richard Burns et ses voitures qui sont tellement marquantes, avec le pare-buffle à l'avant, la prise d'air, justement, encore une fois, pour passer dans les guets qu'on voyait qui remontaient jusqu'au-dessus du toit, pour éviter qu'on noie le moteur. Non, j'ai vraiment hâte, ne serait-ce que de voir les voitures dans leurs spécifications Safari, parce que donc la FIA a autorisé les équipes à avoir une spécification spéciale pour le Safari Rally. Malgré les coûts supplémentaires que ça va engendrer, je pense que ça peut faire, et j'espère vraiment, encore une fois, que ça aura lieu, parce que j'ai vraiment hâte de voir ça, et j'espère également pour les Africains, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, mais ce sont des populations qui attendent que ça, qui accueillent le rallye et les rallyes, que ce soit des rallyes normaux ou des rallyes raids ou des épreuves caritatives, humanitaires. Ils les attendent avec tellement d'impatience que c'est des choses qui font aussi plaisir à voir, quoi. Ouais. Et ouais, j'ai hâte de voir ça. Et je pense que ce sera un beau rallye, encore une fois, plein de surprises. J'espère que tous les pilotes qui ont malheureusement eu un rallye un peu compliqué, je pense notamment à Mikkelsen qui se mord les doigts d'avoir fait cette erreur le premier jour, que tous ces pilotes pourront en profiter jusqu'au bout avec des voitures qui vont permettre d'aller le plus loin possible. Et ce sera des belles choses, des belles choses. Et en Bon. passant, je ne sais pas si tu as vu, mais Mikkelsen a testé la Fiesta WRC Non. en début de semaine. Voilà, et donc là, j'en profite pour remercier le site internet, donc Planète Marcus, que je vous recommande aussi pour toutes les petites news croustillantes, qui a dévoilé cette info. Mais donc, Andreas a pu tester la Ford WRC 2021. Et donc, il se dit que il pourrait y avoir des piges en fin d'année sur la WRC en attendant mieux l'année prochaine, avec une marque D'accord. auto. Bon, écoute, c'est noté et affaire à suivre. On en parlera. Tout Voilà. comme donc, on parlera ensemble de ce rallye du Kenya, de retour dans le calendrier et qui nous fait être très impatients déjà. Bon, allez, encore une Et fois, je vois qu'on juste, approche des trois quarts d'heure. je sais que je suis un petit peu long, mais tu sais que j'aime bien t'apporter des petites nouveautés aussi. Donc là, Oui. je te Ah, présente une dernière ah, réalisation. Donc encore une fois, pour notre association, notre exposition permanente que tu aimes bien nommer, donc Auto Mini Racing, sauf que bien sûr. celle-ci, sur une base donc de la Toyota vainqueur du Monte-Carlo, on a pu rajouter donc les petits personnages de Sébastien Ogier et Julien Ingracia.
Ah, Donc super. au 1,43e, grâce à Drivers Paintings qui nous a beaucoup aidé sur ce projet. Donc si vous voulez des infos, n'hésitez pas à me contacter, elles sont disponibles et on sera ravis de vous montrer tout ça et toutes les autres qui sont à venir parce qu'en Formule 1, on en a pas mal aussi qui sont représentés et vous allez avoir toutes les infos sur nos réseaux. Voilà. Voilà, autominiracing.fr en tout cas, la page Facebook Auto Mini Racing, tout accroché mais avec des A majuscule, M majuscule, R majuscule. Ça, c'est pas important, mais oui. Ça c'est voilà, mais comme ça c'est réglo. Et puis mesdames et messieurs, vous écoutiez la FLAF 25 sur Instagram qui vous parlait en direct live ou presque pour l'Afterlab, donc c'est super. Guillaume, écoute, je te souhaite 2-3 bonnes semaines là, tranquilles mais actives, je n'en doute pas. Ouais, Et puis, ouais. écoute, on se donne rendez-vous pour la suite de nos aventures communes de podcast, mais pour évidemment continuer de suivre ce fabuleux WRC qui nous plaît beaucoup cette année, ça c'est sûr. Porte-toi C'est bien. sûr. Merci à toi LFB, merci à tous ceux qui nous ont regardés. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à nous interpeller si vous avez des points que vous souhaitez aborder de manière un petit peu plus précise sur les questions en commentaire. Moi, et on sera ravis de vous y répondre si vous souhaitez en savoir un petit peu plus ou à nous contacter directement. Et puis moi, LFB, je te dis donc à mercredi. Je serai ravi de vous écouter avec Maxou le pilote, Maxime Potard dans votre podcast Green White Checker. Hâte d'avoir votre avis sur le beau Grand Prix d'Azerbaïdjan et puis sur toutes les autres actualités motorsport qu'on a pu avoir ce week-end, notamment le LMS aussi au Paul Ricard, les 24 heures du Nürburgring et des belles victoires françaises et belges aussi pour nos amis belges. Voilà, c'est sûr. Allez Guillaume, à bientôt, merci à vous tous et suite au prochain numéro. Voilà, allez, ciao. Ciao, portez-vous bien, salut.